Salut l'équipe et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. À 24 heures du premier match éliminatoire face à la Belgique, nos défenseurs centraux, Saliba et Upamecano, ont semblé sereins en conférence de presse et ont affirmé, tout en respectant les Diables Rouges, ne pas les craindre. Mais nous, les supporters, est-ce qu'on n'aurait pas un peu plus la pression là à 24 heures d'un match couperé face à un rival qu'on a tellement chambré depuis le 2018 et en plus avec notre équipe de France qui se cherche un peu sur ce début d'Euro 2024. Moi, en tout cas, je la sens, mais je l'adore, cette pression. Donc, je suis hyper excité de me projeter avec vous sur ce huitième de finale et les compos probables à 24 heures du coup d'envoi. Ce possible 4-4-2 en losange dont on entend beaucoup parler depuis hier pour notre équipe de France. On parlera aussi évidemment de nos amis belges et des raisons de crainte cette sélection dans laquelle figurent toujours de très grands noms du football. Allez, c'est parti. Avant de lancer le jingle, évidemment, on n'oublie pas de s'abonner pour donner de la force, de liker la vidéo si elle t'a plu, c'est hyper important. Merci équipe. C'est parti avant de rentrer dans le vif du sujet et de faire le tour du propriétaire comme d'habitude qui nous servira de sommaire. On revient rapidement sur ce tableau des huitièmes de finale avec le premier match. On va partir d'en haut. Espagne-Géorgie qui sera ce soir à 21 h. Gros match. Moi qui la Géorgie qui m'a beaucoup plu comme tout le monde, qui est la belle histoire de cet euro avec le sélectionneur Willy Sagnol en plus, Cocorico. Allemagne-Danemark, du coup, qui a vu la victoire de l'Allemagne, deuxième qualifié pour ces quarts de finale. 2-0. Les Allemands qui ont eu chaud, qui ont été bien sauvés par la VAR, mais voilà, qui ont réussi à passer pour leur euro à la maison. Notre futur adversaire, Portugal-Slovénie, évidemment. Le France-Belgique qu'on va décortiquer et sur lequel on va revenir dans cette vidéo demain, enfin, dans la vidéo, mais ce France-Belgique qui sera demain à 18 h. Et puis la partie basse du tableau qui est censée être un peu moins relevé, même beaucoup moins relevé, avec le Roumanie-Pays-Bas, Autriche-Turquie, Angleterre-Slovaquie ce soir pour rejoindre la Suisse qui a sorti nos amis italiens hier sans appel. Moi, je n'avais pas trop de surprises. C'est ce que j'avais mis sur MPP d'ailleurs. Donc, pas trop de surprises pour moi sur la Suisse. Je l'ai trouvé une équipe embêtante et des Italiens qui voilà, n'étaient vraiment pas dans leur assiette depuis le début de cet euro. Voilà, je vous propose maintenant tout de suite passer, on va pas perdre de temps, de passer autour du propriétaire, évidemment. On va vous donner un peu nos clés, mes clés de ce France-Belgique, avec en premier lieu, évidemment, les retrouvailles avec nos amis belges revanchards depuis cette demi-finale de Coupe du Monde 2018. Voilà, est-ce qu'on a des raisons de craindre cette équipe belge? Est-ce qu'on a des raisons d'être confiant? On va faire un petit tour d'horizon de cette équipe, voir un peu les forces et les faiblesses. Deuxième clé, le changement de système. Si c'est validé demain, est-ce que ce 4-4-2 en logeance, c'est une bonne idée pour les Bleus de Didier Deschamps, qu'on a vu très en difficulté devant et dans la finition notamment. Donc on va revenir sur cette compo probable et sur voilà, le système, est-ce que ça implique pour défensivement et offensivement. Et enfin, on va finir avec un petit débat. Voilà, moi je vais vous poser la question, est-ce que vous trouvez que Deschamps est un peu obsédé par l'équilibre défensif en équipe de France et que ça peut nuire un peu à la progression de cette équipe et à l'épanouissement de certains nouveaux joueurs. Voilà, donc on va tout de suite enchaîner avec cette équipe de Belgique et on va commencer avec les raisons d'être confiant face à cette équipe de Belgique. Alors, c'est une équipe qui est en difficulté depuis le début de cet euro. Ils sont dans le groupe le plus facile qui était composé de la Slovaquie, de l'Ukraine et de la Roumanie. Et ils n'arrivent pas à finir premier. C'était quasiment, voilà, ils pouvaient quasiment s'assurer les 9 points et une partie de tableau peut-être un peu plus décente. Mais voilà, ils n'ont pas fait le taf avec une défaite face à la Slovaquie pour démarrer 1-0, il me semble, avec 2 buts refusés à Romelu Lukaku. On y reviendra aussi sur Romelu Lukaku, mais peut-être plus dans les raisons de se méfier. Ensuite, une victoire face à la Roumanie 2-0 et un nul 0-0 face à l'Ukraine, un nul un peu miteux et voilà, où ils n'ont pas très glorieux, on va dire, puisqu'ils ont vraiment essayé de gagner du temps à la fin au poteau de corner pour sauver ce nul et n'ont pas été très ambitieux pour aller essayer de chercher cette victoire et la première place. D'ailleurs, ce petit épisode allait essayer à entraîner des sifflets de la part de supporters et qui étaient un peu véhéments envers leur équipe, leur sélection nationale de Belgique.
Du coup, De Bruyne, le capitaine de la Belgique, n'a pas voulu aller les saluer et tout le groupe l'a suivi. Donc voilà, une ambiance un peu tendue, en tout cas avec les supporters. Une équipe qui est forcément pas très en confiance après cette phase de poule. Mais voilà, ça reste la Belgique. Et la deuxième raison d'être confiant, on passera aux raisons de se méfier juste après, c'est évidemment la défense, hein, qu'on voit ici, plus friable. Aucun joueur vraiment dans un top club. Quand on regarde, alors il me semble que Faes est à Leicester, qui joue même qui vient de descendre en Championship. On a Théat, l'arrière gauche de Rennes, Castagne qui joue à Fulham, il me semble, et Vertonghen, voilà, qui lui a été un des top joueurs à son poste, mais qui est quand même vieillissant. C'est le seul pour le coup qui a l'expérience de ce genre de match, mais c'est vieillissant et voilà, c'est face à notre attaque quand même si notre attaque est en difficulté, on a quand même les joueurs pour faire souffrir cette arrière-garde belge. Il me semble que ça soit Mbappé, on va voir qui joue, mais voilà, Mbappé, Thuram, Griezmann peuvent se faire plaisir. Si Dembélé ou Barcola rentrent aussi en fin de match, je pense qu'ils peuvent exploiter cette défense belge. Donc à voir. Ça peut être quelque chose sur lequel il faut appuyer, même si nous, en équipe de France, évidemment, on n'est pas forcément au mieux offensivement. Je vais enchaîner maintenant du coup avec les raisons de se méfier quand même parce que ça reste la Belgique. C'est une grande sélection qui est, il me semble, assez bien classée au classement FIFA. Je me demande s'ils sont pas même troisième ou quelque chose comme ça, même s'ils n'ont pas forcément eu des résultats énormes dans les compétitions récentes. Je crois qu'ils étaient plutôt pas mal en Ligue des Nations, etc. Donc voilà, ils sont assez hauts. Ça reste une équipe solide. Et la première raison de se méfier, c'est ce gardien là, Castells, Koen Castells, qui a été appelé pour remplacer Thibaut Courtois. On pensait que ça allait vraiment être une énorme perte. C'est une énorme perte. C'est peut-être, il est dans le débat pour être meilleur gardien de la planète. Donc, forcément, quand Thibaut Courtois n'est pas là, c'est problématique pour cette équipe de Belgique. Mais Koen Castells, le gardien de Wolfsburg, il me semble, j'ai checké, je vous avoue que j'ai checké certains clubs juste avant la vidéo. Voilà, c'est un mec qui a répondu présent. Je crois je vous mettrai les stats exactes, mais je crois qu'il est dans les tops en nombre d'arrêts des gardiens de cet euro. Voilà, il fait vraiment ses matchs. Il a beaucoup de travail, ce qui montre encore une fois la fébrilité de sa défense, qui lui donne beaucoup de travail, mais c'est un travail qui fait bien pour l'instant, en sachant que nos attaquants ne sont pas forcément en confiance devant le but. Ça peut poser un problème assez rapidement. Donc voilà, c'est la première raison de se méfier de cette équipe belge. On peut tomber sur un gardien en feu, comme on a eu par exemple face à la Pologne. Et la deuxième raison de se méfier, donc c'est voilà, dans cette compo, j'ai mis donc la défense dont je viens de vous parler, Onana, Tielemans, je pense que c'est solide, mais avec le milieu qu'on a et surtout avec le 4-4-2 que souhaiterait potentiellement mettre Deschamps, je pense que c'est un milieu qu'on peut quand même contenir assez facilement. Par contre, là où j'ai peur, et je pense que ça va être un gros choc de cette rencontre, c'est quand eux seront en situation offensive, qu'ils auront réussi à trouver De Bruyne ou Doku, qui sont pour moi un peu les deux avant-dernières passes. Doku un peu plus dynamiteur, et De Bruyne qui peut être dangereux de loin, soit par une passe bien trouvée pour Lukaku dans la surface, soit par une frappe de loin. Alors que Doku est plus par les dribbles et les passes un peu compliquées, les passes un peu risquées. Et enfin Lukaku qui lui sera ce point d'appui dans la surface, on le sait, on connaît son style de jeu maintenant, très puissant, qui prend beaucoup de place dans la surface, qui déménage un peu les défenseurs. Donc voilà, je m'attends à un gros duel. Pourquoi? Parce que je pense que ces trois-là, à voir qui de Trossard ou Luke Bacchio sera le quatrième homme. Pour l'instant, j'ai mis Trossard, mais c'est vrai qu'il y a une petite incertitude à ce niveau-là. Mais voilà, ce duel entre Doku, Lukaku, De Bruyne d'un côté, notre défense centrale, plus Théo Hernandez, voilà, je pense que c'est presque les deux points forts de chacune des équipes depuis le début de cet euro. Alors oui, Lukaku n'a pas marqué, mais il se crée des occasions, il a eu des buts refusés, donc ça reste un mec dangereux. D'ailleurs, je ne sais pas s'il n'a pas marqué une fois quand même. Bref, mais voilà, De Bruyne, lui, de son côté, bah, on sait que c'est peut-être le meilleur joueur à son poste au monde en ce moment. Alors, plus quand il joue avec City qu'avec la Belgique, mais ça reste un excellent joueur. Il a déjà marqué sur cet euro. Et Doku, qui est voilà, un peu, comme je l'ai dit, le dynamiteur qui va être très imprévisible.
Donc il va falloir que nous, sur notre côté gauche, avec un Théo Hernandez qui aime beaucoup monter, il va falloir que ça soit aussi très solide de ce côté-là, ce qui peut être une clé justement de ce 4-4-2 qui pourrait voilà, être un aspect tactique très important de ce match. Donc voilà, j'attends en tout cas Upamecano, Saliba très solide sur Romelu Lukaku. J'attends aussi Tchouaméni, Kanté en mode un peu garde du corps sur De Bruyne. Et enfin, ouais, ça serait plus Doku à droite, il me semble. Donc voilà, Hernandez sur Doku. Mais à voir exactement si Luke Bakio rentre, si Trossard est là. Mais ça va être très intéressant cette confrontation entre notre défense et leur attaque. Du coup, je vous propose d'enchaîner tout de suite avec les forces et faiblesses de notre équipe de France en poule. Bah, évidemment, on a beaucoup parlé, hein, solidité défensive, deuxième meilleure défense avec un seul but encaissé sur penalty contre la Pologne. Et on a une différence entre nos expected goals en notre faveur et les expected goals qu'on concède, et on est numéro 1 de la compète. Donc dans cette différence, voilà, ça montre qu'on est une équipe qui se crée beaucoup d'occasions, et qui d'un autre côté en concède très peu. Donc ça, c'est vraiment très très solide, et il va falloir s'appuyer là-dessus pour les matchs à élimination directe. Et évidemment, bah, notre faiblesse, c'est criant, c'est évident dans la finition. Moi, je trouve que c'était très marquant face à la Pologne qui manquait un attaquant de surface. On avait un nombre d'occasions où nos ailiers, nos latéraux faisaient les décalages, mais il n'y avait personne pour reprendre les centres. Donc, soit c'était un centre qui ne trouvait personne, soit une frappe en angle fermé. On l'a vu avec Dembélé, avec Hernandez, plusieurs fois. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va falloir corriger, et si on veut aller loin dans cet Euro, voilà, on a la meilleure expected goals de toutes les équipes, il me semble, où on est dans les meilleurs. Je mettrai les stats exacts, mais par contre, on est dernier dans le nombre de buts. Je crois qu'il n'y a que l'Écosse qui a marqué aussi peu de buts que nous, avec seulement un seul but marqué, vu que le compte son camp ne compte pas. Ce qui nous amène sur le débat sur cette compo. Est-ce qu'il faut tout changer dans l'animation offensive pour justement amener plus de présence dans cette surface? Est-ce que ce 4-4-2 en losange dont on entend beaucoup parler, avec le retour de Marcus Thuram pour épauler Kylian Mbappé, est-ce que c'est la solution? Alors moi, honnêtement, je suis un peu partagé. Je pense que ce que j'aime bien, c'est qu'on a ce trio devant Griezmann, Thuram, Mbappé. Je pense pas que Griezmann ait le coffre sur cet Euro pour faire le travail qu'il faisait à la Coupe du Monde de 2022. Donc l'avoir plus proche de nos deux attaquants, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que il nous a clairement, on l'a vu encore une fois contre la Pologne, il nous a clairement manqué ce dernier passeur, ce geste juste de la dernière passe ou d'une frappe lointaine, que bah, on a souvent retrouvé N'Golo Kanté dans cette situation, Rabiot aussi contre les Pays-Bas, et on a clairement vu que c'était pas leur rôle et c'était pas leur point fort. Donc avoir Griezmann plus haut dans cette position numéro 10, qu'il avait un peu plus vers l'Euro 2016, etc. Ou d'ailleurs, oui, c'est peut-être là où il est le meilleur, même à la Coupe du Monde 2018. C'est peut-être le meilleur Griezmann qu'on ait vu en équipe de France, et je pense qu'il avait ce rôle un peu plus voilà, numéro 10, faux 9 à tourner autour d'Olivier Giroud. Et du coup, on aurait le retour de Marcus Thuram et dans le 11 pour épauler Kylian Mbappé sur le front de cette attaque. Alors, je pense que c'est la composition, en tout cas le système qu'on verra annoncé avant le match, mais dans la réalité, ce sera pas ça du tout. Je vois un Marcus Thuram beaucoup plus fixe dans l'axe cette fois, et un Kylian Mbappé complètement libre sur le fond de l'attaque, qui va évidemment beaucoup dézonner sur son côté gauche, décrocher pour prendre de la vitesse. Donc ça, j'aime plutôt, parce que je pense que Thuram est meilleur dans cette position où il a un attaquant qui lui tourne un peu autour, comme à l'Inter avec Lautaro Martinez. Et ça donne la liberté à Mbappé de dézonner sur son côté gauche, de redescendre, de toucher beaucoup de ballons, et de combiner avec Griezmann, qui, je pense, peut, voilà, sur des jeux en une touche, de remise, on peut avoir des combinaisons très intéressantes. Donc ça, je pense que ça peut être un plus de cette compo. Ça libère un peu Mbappé, et ça donne un peu aussi cette liberté à Griezmann en 10. Ensuite, on a un milieu très costaud, peut-être trop défensif, avec Tchouaméni en sentinelle
Rabiot et Kanté dans un poste de relayeur. Bon, c'est le milieu qu'on a vu face à la Pologne. Je pense qu'avec ce milieu-là, il n'y a pas grand monde qui peut nous bouger. Maintenant, est-ce qu'on aura assez de qualité dans la transition vers l'avant? Il va falloir trouver Antoine Griezmann très vite. Mais après, ce milieu-là, moi, je le trouve intéressant pour une autre chose, c'est que sur ce côté gauche, on a évidemment Adrien Rabiot qui aura ce rôle un peu de compensation du travail défensif non fait par Kylian Mbappé, mais aussi de toutes les montées de Théo Hernandez sur le côté gauche, qu'on sait qu'il adore prendre de la vitesse, prendre de la profondeur, dédoubler avec Kylian Mbappé, ce qui fait que au bout d'un moment, on va avoir ce côté gauche un peu dégarni sur côté défensif. Donc là, on aura un Jérémy Doku qui, s'il joue à droite, aura beaucoup d'espace à exploiter, pardon. Et on aura besoin d'un Adrien Rabiot pour venir prêter main forte à Théo Hernandez s'il monte. Donc contre la Pologne, j'étais un peu moins fan parce que je trouvais que la Pologne n'avait pas les mêmes dangers offensifs que la Belgique. Donc j'étais moins fan d'avoir ces trois-là alignés. Demain, si c'est ça face à la Belgique avec un Griezmann plus haut, ça me dérange un peu moins. Par contre, qu'est-ce qu'il en est de l'aile droite? Si on a cette formation et qu'on sort Ousmane Dembélé qui n'a pas été convaincant, cette aile droite est quand même bien dégarnie et ça risque de faire encore plus pencher notre jeu à gauche, ce qui veut dire que Kylian Mbappé sera encore plus attendu par la défense belge. Les prises à deux vont se multiplier sur lui. Donc il va falloir être très très bon dans les combinaisons et être voilà, on sait que le jeu de l'équipe de France va pencher à gauche demain si c'est cette compo encore une fois. Mais comment est-ce qu'on arrive à toujours surprendre l'adversaire par des combinaisons? Ça va être une clé de ce match-là si on part effectivement sur ce 4-4-2 en losange. Et si on reste plutôt sur un 4-3-3, tout ce que je viens de dire n'a aucune valeur. Non, je déconne, mais voilà, je suis assez content qu'il y ait ces rumeurs qui soient sorties, parce que je trouve ça vachement intéressant à décortiquer un peu les implications de ce changement de système. On a vu que Dédé l'a déjà fait hein, à l'Euro 2016, il change en huitième en cours de match même contre l'Irlande pour repositionner Griezmann dans ce poste de numéro 10 à l'Euro 2016. Donc voilà, c'est des choses qu'il a déjà faites à voir. Mais honnêtement, c'est un 4-4-2 qui ne me déplaît pas. Je suis juste curieux de voir comment cette animation qui va pencher énormément à gauche va fonctionner. Quoi. Je suis très curieux de voir si ces trois-là peuvent combiner, trouver Thuram en point d'appui, Griezmann dans les dernières passes un peu dans le dos, un peu pour bouger un bloc bas. Voilà, je suis très curieux et de voir évidemment avec Kylian Mbappé libre à 100%. Voilà, on va bientôt arriver sur la fin de cette vidéo. J'ai juste envie de me pencher un peu sur Deschamps. Il y a eu beaucoup de débats autour de lui et un peu dans cette obsession de l'équilibre défensif qu'on se faisait chier quand on regardait l'équipe de France. J'avais envie de donner un peu mon avis là-dessus. C'est vrai que quand on regarde encore une fois, si c'est la compo, qu'on aura 8 joueurs plutôt à vocation défensive, donc on n'est pas encore parti pour un match flamboyant. Moi, j'ai toujours dit, en tant que fan de l'équipe de France, ce que je veux voir, c'est l'équipe de France qui gagne. Alors évidemment, si ça joue comme le Brésil 94, c'est mieux. Mais honnêtement, tant qu'on gagne, moi, ça me va. Tant on a des émotions qu'on vibre jusqu'en finale. Voilà, je préfère ça que d'avoir une équipe qui joue forcément beaucoup, mais qui s'arrête assez tôt dans les compétitions. Ceci dit, je trouve que sur cette compétition, il s'enferme un peu trop dans ses idées. Euh, sur certains matchs, j'ai des exemples concrets. Par exemple, Rabiot contre les Pays-Bas, de le mettre ailier gauche en mode Matuidi 2018. J'ai pas trouvé ça judicieux parce que je trouve que c'est une équipe. On doit avoir plus d'ambition contre une équipe comme ça. Et je pense la solidité défensive n'était pas la clé de ce match-là. Il aurait fallu mettre un peu plus de folie et pour pousser. Et je pense que c'était le jour parfait pour lancer un Bradley Barcola avec Mbappé qui était blessé. Juste rester dans le même schéma, mais garder Barcola à la place d'Mbappé, je pense que ça aurait été vraiment bénéfique pour l'équipe. Donc voilà, cet équilibre, moi je suis d'accord tant que ça sert l'équipe et que ça sert la gagne. Voilà, tant que ça sert la gagne, moi ça me va. Mais là, je trouvais qu'on aurait pu aller gagner contre les Pays-Bas avec un Barcola dans ce schéma-là à la place de Kylian Mbappé qui était blessé.
pareil contre la Pologne, je trouve qu'on n'a pas été assez ambitieux en sortant Griezmann et en gardant ce milieu à 3 avec Chouameni, Rabiot, Kanté. Donc voilà, je pense qu'on aurait pu faire autre chose. Pareil, quand il fait à 1-0 direct, il fait sortir Barcola pour faire rentrer ses soldats Griezmann et Giroud qui ont été très décevants et qui au final ont un peu plus déséquilibré les choses, alors que Barcola, qui lui est en train de monter en puissance, qui est le seul frais de cette équipe. Voilà, on n'a pas parlé de la fraîcheur, mais ça va être quelque chose d'intéressant aussi sur ce match en huitième de finale. Parce qu'on a beaucoup de joueurs qui ont fait les 3 matchs. Voilà, on avait l'occasion de laisser Barcola frais sur le terrain pour finir, pour aller chercher ce deuxième, ce troisième et peut-être plus de buts. Donc voilà, j'ai trouvé ça dommage. Mais encore une fois, si on part sur ce 4-4-2 qui reste défensif et qu'on va au bout, bah, on sera obligé de dire que Dédé a eu raison et que c'est le football qui gagne. Et beaucoup de gens se contre ça et tout ça, mais personnellement, j'ai pas de problème avec ça tant que l'équipe de France est victorieuse ou va loin dans la compétition. Pour moi, ça lui donne raison. Et certains amoureux du football champagne seront pas forcément d'accord avec cette opinion et vont se plaindre du niveau de jeu de l'équipe de France, qu'on se fait chier devant les matchs, etc. Moi, quand c'est un match de l'équipe de France, il y a tellement d'émotions et de tensions en jeu que c'est impossible pour moi de me faire chier. Donc voilà, je suis pas forcément d'accord avec ça. Tant qu'on gagne, ça me va. Et voilà. Et j'espère que ce sera le cas évidemment demain face à la Belgique et que Dédé aura raison encore une fois et qu'il me donnera tort d'avoir osé critiquer son équilibre défensif. Mais voilà, j'aurais aimé en tout cas sur ces phases de poule voir un peu plus de punch, un peu plus d'ambition devant. Je pense que on avait l'équipe, on avait les moyens de le faire, pas forcément en 2018, on n'avait peut-être pas forcément l'équipe pour faire ça, c'était peut-être la solution du moment. Je pense que sur ces phases de poule, il y avait autre chose à faire, mais c'est comme ça. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Dédé. On va se pencher sur les pronos pour ce match. Et avec les cotes, alors la France assez largement favorite avec une cote à 1,90, le match nul à 3,25 et la Belgique à 4,60. 85% des parieurs qui donnent la France gagnante. Donc je vais partir aussi là-dessus. Et honnêtement, même s'il y a des raisons de se méfier, je suis plutôt confiant, ça me ressemble pas. Voilà, je vais partir sur la France vainqueur 2-0. 2-0 avec un petit but de Kylian qui ouvre son compteur vraiment, voilà, qui a un petit déclic, même s'il a marqué sur penalty face à la Pologne. Je pense qu'il peut avoir son petit déclic demain, pardon, face à la Belgique. Voilà, dites-moi ce que vous voyez, vous en pronostic, quel est le résultat. Si vous êtes d'accord avec moi sur les points faibles un peu de cette compo, si vous avez envie de voir le 4-4-2 en losange, si vous préférez Barcola à la place de Thuram. D'ailleurs, c'est pas sûr à 100% que ce soit Thuram. Ça pourrait être potentiellement un autre attaquant comme Barcola ou Colomwani. Voilà, moi, je partirais plus sur Thuram pour commencer et Barcola qui rentre pour dynamiser s'il y a besoin. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, l'équipe. On est tous derrière les Bleus, évidemment. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve pour le débrief. Je ne sais pas encore exactement quand ça sera, mais on se retrouve pour le débrief de ce France-Belgique, bien évidemment. Je vais aussi sûrement revenir avec un petit résumé de l'actu Omnisport du week-end. Voilà, ça fait longtemps que je ne les ai pas fait, mais là, ça me manque. Il y a beaucoup d'actu hors foot aussi. Donc voilà, allez checker ça sortira sûrement demain. Et puis nous, on se dit à très vite dans le Proto Sport Club. Ciao l'équipe.